qu'on voit, c'est le Negro, le Ved, et puis maintenant c'est un pont, mais c'était ce fameux passage à gué où vont se passer toutes les embuscades et l'assaut du château de La Roche-Clermault. Le château de La Roche-Clermault, on l'aperçoit, il est là-haut sur son éminence. Toujours ce côté clos, fortifié, imposant, même si c'est à l'échelle de l'enfance, les images dont Rabelais, à plusieurs dizaines d'années, peut se servir pour fabriquer sa guerre picrocolline. Et ça, à l'époque, ça s'appelait déjà la route de Loudun. Enfin, dans Gargantua, quand il veut préciser les toponymies, il dit bien à La Roche-Clermault avec la route de Loudun. Tout le monde connaît la route de Loudun, c'est une grosse route, une route passante, la route de Loudun. Alors maintenant, c'est la coopérative agricole. Des bâtiments qui sont des gros silos céréaliers, là aussi c'est très très actif, ça marche toujours à plein. Et les bureaux de la coopérative agricole dans le bâtiment juste en face de l'autre côté de la route. Et moi, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je veux là? Eh ben, moi, ce que je veux là, c'est lire un texte, mais un texte. C'est Picrochole, retranché dans son château de La Roche-Clermault, et ses conseillers, dont un qui s'appelle Merdaille et un qui s'appelle Spadassin, vont lui mettre dans la tête de conquérir le monde entier, avec deux armées qui vont partir de deux côtés du monde, se rejoindre, et puis finalement le vieux conseiller qui viendra tout à la fin, elle lui dira mais c'est quoi le but de telle guerre, de telle... Et Picrochole qui dira ce sera que reposeront à nos aises. Et puis, tenez, quand il arrive dans le désert, là-bas tout au bout, à quoi ça sert d'aller conquérir des pays si loin? Est-ce que nous pourrons boire frais? Alors là, ce que je vais faire dans le premier temps de la journée, c'est chercher un endroit où me poser pour lire ce texte. Et on va le chercher ensemble. Je ne sais pas si j'ai une fascination spéciale pour les lieux qu'on dit ils sont pas beaux, ils sont quoi? Bah ouais, c'est du béton nu, c'est utilitaire, mais avant même la question du travail, lieu qu'on fait pour le travail et qui symbolise le travail, toujours cette question de l'utile qui détermine les emplacements, les formes, les volumes, les symétries. Et là, je crois que quand je suis avec ce genre de lieu, bah, pour moi, c'est cette question qui me relie tout simplement à la peinture, à la sculpture, une sorte d'équilibre. Ces deux arcs-boutants là, en trapèze qui sont couverts de mousse, c'est les mêmes arcs-boutants que dans les cathédrales. Un grillage avec une espèce de fosse, je pense que c'est pour les eaux usées. Puis ce bus là, tout simplement parce qu'on peut se garer. Peut-être que le chauffeur habite pas loin, puisque ça s'appelle Rémi, c'est ceux de la région qui s'occupent des ramassages scolaires. Et à partir de ce moment-là, tout va devenir signe. Il y a les panneaux, alors les panneaux, Seuilly 2 km, 3 Moutiers, c'est la déviation interdite aux camions. Château du Coudray-Montpensier, on y est allé. Abbaye de Seuilly, le Clos de Seuilly, on va bien sûr tourner là. Le musée de la Devinière, on prend la petite route, on passe le pont, c'est juste là à 1 km 200. Maison de pays, ça, je sais pas ce que c'est. Moi, c'est tout le pays qui est ma maison. 3, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22. On a 22 indications sur panneau. Si avec ça vous ne trouvez pas votre chemin, là quand vous passez et que vous trouvez tout, et en voilà encore des panneaux. Et là c'est marqué chemin pour les vélos.
Là, c'est marqué la Blandinière, c'est le hameau qui est juste ici. Rigaud, plus intéressant, Rigaud. Parce que là, il y a un château, évidemment, on ne peut pas y accéder, c'est privé, mais c'est un des points dans lequel Gargantua, quand il arrive de Paris, il s'installe chez ses vassaux avant de conférer. Comment on va sauver cette situation? Et puis, protection, participation citoyenne, ça c'est très à la mode chez nous en ce moment. En liaison immédiate avec la gendarmerie nationale, et tu vois leur œil bleu des gendarmes. Alors pourquoi ici on a un repère indiqué 220? Ben parce que c'est la voie ferrée. Mais la voie ferrée, il n'y a plus beaucoup de trains qui y passent. Oh, ça fait pas si longtemps que ça. Ça fait moins de 10 ans, mais maintenant la nature reprend tellement vite ses droits. Et de l'autre côté, on peut essayer de la suivre, la voie ferrée. Enfin, quand je regardais sur les cartes et puis quand je regardais sur le Google Street View qui était fait il y a 3-4 ans, je me disais que ce serait une bonne idée de suivre la voie ferrée. Il y a les ronces, ces voies ferrées qui s'en vont tout droit, destination inconnue. Là, forcément destination inconnue, puisque c'est la plus longue voie ferrée du département. Au bout de 400 mètres, elle s'arrête. Il faut toujours penser à la mort du jeune Louis Aymon. Je crois qu'il avait quoi, 28 ans, même pas 30 ans. L'auteur de Maria Chapdelaine. Après Maria Chapdelaine, avec un copain, ils sont partis là, vers Toronto, là, en suivant une voie ferrée comme ça, et bon, ils se font ramasser par un train. Je sais pas ce qu'il en aurait dit, Rabelais, puisque l'ancienne gare de La Roche-Clermault, maintenant elle est devenue pharmacie, mais il y a encore 10 ans, on pouvait s'arrêter avec le petit train là. Rabelais aurait pu revenir, puisque ce qu'il n'est jamais revenu dans son pays d'enfance, c'est peu probable. Il aurait pu revenir là, dans la gare Picrocolline, en train, descendre du train à La Roche-Clermault, montrer à tous ses lecteurs, c'est là, les gars. Bon, si vous croyez que ce truc-là, c'est une statue d'art contemporain en hommage à Gargantua, désolé de vous décevoir, je crois pas. Il y a un câble. Ça devait être pour amener du téléphone ou des choses comme ça. Ou pendre les ennemis de Rabelais. Le fer à béton, le béton est pété. Et encore les 4 fers, on les a retordus un peu pour pas que ce soit trop dangereux. Ouais. Moi je dis, c'est un bel hommage aux gares Picrocolline. Bon là, quand on s'approche du silo, on a peut-être un peu mieux l'explication, puisqu'il y a ce vieux poteau de ligne téléphonique avec 4, 8, 12, 16, 20, 24 isolateurs pour des câbles séparés. Là, il y a des rails sur la voie ferrée. On va pouvoir la suivre, puis on les voit bien maintenant, les silos. Et ces silos, ils m'ont toujours impressionné parce que tu arrives à La Roche-Clermault. Toi, tu es lecteur de Rabelais, La Roche-Clermault, t'es chez les ennemis, fais attention. Ça paraît rigolo, mais j'ai mis longtemps avant de passer outre, comme lui disait. Et ce qui est flagrant, c'est un peu comme la centrale nucléaire, un tout petit peu plus loin. Tu es dans un lieu où la gare du Picrocol, c'est géant. Or, c'est géant dans un lieu grand comme les 2 mains du petit paysage d'enfance. Et pourtant, tu as ces silos. Ces silos, ils sont énormes. Ces silos, ils sont une construction qui était probablement totalement inimaginable pour quelqu'un au XVIe siècle. C'est grand comme une cathédrale. Et puis, il y en a 3. Et puis, il y a ces moteurs. Il y a ce bruit. Donc, pour moi, les silos, ils sont les silos de La Roche-Clermault. Eux et pas les autres. Ils sont la preuve de la guerre des géants. C'est pour ça que je voulais commencer par ça, ici, aujourd'hui, ce matin du 11 avril
par temps gris. Et ça y est, on y est sur la voie ferrée, avec un aiguillage toujours beau, ces machines. Ils ont enlevé la machinerie de l'aiguillage, démontée. Mais il y avait les wagons qui partaient à droite pour aller sous les trémies des silos, se faire charger en bon grain du coin, et l'autre portion qui, elle, va tout droit pour doubler ceux qui sont à l'arrêt. C'est fonctionnel. Et pour moi, cette allégorie de la voie ferrée, même si elle fait que 400 mètres de long, ta voie ferrée, c'est tout le voyage autour du monde. Et ça, le voyage en ligne droite tout autour du monde, on y est dans Rabelais. Et puisque je sais qu'il y a des amis du Québec qui regardent, tu comprends pourquoi Montréal, puis ensuite le port de Québec, et d'habiter en face, jouxtant le port de Québec, ça a été un tel choc. Quand tout d'un coup tu te retrouves à ces mêmes choses, ces choses que tu connais là, depuis les silos de Saint-Saviol, là où j'étais ado, où on allait en vélo. Et puis tout d'un coup, c'est même là, ces constructions qui sont toujours un petit peu folles avec cette usure du temps, tout d'un coup multipliées par 10 en hauteur, en taille, en volume, comme si c'était elle à Montréal, là, qui commandait à la ville en quelque sorte. Et là, le champ de bataille, on le voit bien. Pourquoi c'est une position si stratégique? Le vieux château de la Roche-Clermont sur son éminence. À l'époque, c'était pas forcément des grands champs. Il y a eu ce désastre dans les années 70 du remembrement. Wow, la culture par la quantité. Tu relèves toutes les haies, etc. On voit le résultat. Aujourd'hui, on essaye d'en remettre des haies. Mais là, le paysage n'a pas encore été recomposé. Aucune idée de ce que c'était au XVIe siècle. Mais pouvait naître... il ne pouvait qu'en être plus impressionnant, notre château de la Roche-Clermont. C'est ça qui est grand à jamais chez Rabelais. Toute tentative de décrire le pouvoir royal, avec ses travers, avec ses affrontements de géants entre François Ier, Charles Quint, le connétable de Bourbon, tout ce petit monde, et ses guerres, et ses prises d'otages, et ses meurtres. Si tu le décris directement, ça marche pas en littérature. Si t'en fais un petit jeu d'enfant, les tout petits hommes là, dans leurs petites affaires. Et puis, ce qu'il peut y avoir d'immuable dans un paysage, au contraire. Mais un paysage
Oui, grand comme l'enfance. Alors, à ce moment-là, la leçon de Rabelais, elle vaut aujourd'hui, elle vaut pour nos guerres, tu comprends? Elle vaut toujours. C'est pour ça qu'on le relit. Voilà, fin de la plus longue voie ferrée toute droite du département de l'Indre-et-Loire. On bute là, sur la gare, c'est toujours écrit La Roche-Clermault dessus. Et simplement, le monde a fini. Il n'y a que la littérature qui finit pas.